Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti avec deux grands entretiens. On a de grands entretiens, juste c'est qu'ils vont être longs, c'est tout. Après, seront-ils grands, on verra bien. Deux grands entretiens, deux sujets passionnants. D'abord, on va parler de nous, on va parler de la France, on va parler de l'économie et on va parler finalement d'un phénomène qui est en train de se dérouler à bas bruit, mais qui est notre déclin. J'allais dire inéluctable, on n'en sait rien justement, on va en parler, mais en tout cas déclin réel de notre production, de notre produit intérieur brut. La richesse produite par la France est en train lentement de décliner à bas bruit. Enfin à bas bruit, vous verrez les chiffres que nous apporte Étienne Wasmer, c'est quand même assez impressionnant. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte ? On ne s'en rend pas compte parce que énormément de notre consommation est en parité de pouvoir d'achat. Mais globalement, ce PIB qui diminue, c'est notre puissance qui diminue. Tiens, puissance. Ça permet de faire le lien avec Frédéric Ancel qui viendra ensuite. Et là, on discutera de diplomatie. Alors, visiblement, c'est Frédéric qui le dit, encore une des forces de la France. On ira évidemment au-delà de la France sur la diplomatie. Mais on parlera aussi de notre corps diplomatique qui visiblement a du vague à l'âme en ce moment. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Étienne Wasmer est avec nous. Bonjour Étienne. Bonjour. Professeur d'économie à la New York University d'Abu Dhabi. On avait déjà eu d'ailleurs le plaisir de discuter ensemble en visio. Alors, ce qui me vaut dans ce titre, La France face au déclin, et je suis ravi que tu puisses être là pour en discuter, c'est un point de vue alors qui date de mars dernier que tu as écrit dans Les Échos. Résumé, alors, il y a plusieurs graphiques. Si vous allez sur la page des Échos avec le papier d'Étienne, vous verrez plusieurs graphiques. Il y en a un là qu'on va voir tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là, Étienne ? Qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ce graphe ? Donc où on voit, alors je le décris très rapidement pour ceux qui nous écoutent en podcast et en radio, on voit la courbe des États-Unis qui monte assez nettement, celle de la Suisse qui monte moins nettement, celle de l'Allemagne qui se maintient et celle de la France qui est désespérément plate. Oui, voilà, stagnante. Oui, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude de voir parce qu'on a toujours tendance à minimiser le problème. Alors là, il faut préciser, ce sont les chiffres bruts. C'est-à-dire on prend les euros produits par les Français, on convertit en dollars et on voit un écart qui s'est accéléré en réalité depuis 2008. La courbe commence en 2010, mais à partir de 2008, on n'a pas vraiment de diminution de ces écarts. Il y a des petits cycles, des fois ça va plus vite, des fois ça va moins vite, mais en tout cas les États-Unis rattrapent. Et la raison pour laquelle on ne sait pas que... Non, on va remettre le graphe. Il n'y a pas de diminution des écarts. Les écarts se creusent, oui. Enfin, c'est ça. Ça fait 80% d'écart maintenant. Ah oui, voilà, c'est ça. Le ménage moyen américain est beaucoup plus riche de 80% que le ménage moyen français. Donc c'est un peu quelque chose qui devrait nous interpeller. Le démarrage de la courbe, c'est 2010. 2010. Mais voilà. En fait, la tendance commence à 2008. 2008. On est quasiment à égalité en termes de PIB. Et là, effectivement, l'écart est béant. Alors ça, ce sont des chiffres du FMI. Les séries remontent à 1980. Depuis 1980, les États-Unis étaient plus riches, mais les écarts ne sont jamais aussi massivement creusés entre nous et les États-Unis. Et donc, il faut se poser la question. La raison pour laquelle on ne connaît pas bien ces chiffres, c'est qu'en général, on les corrige. C'est-à-dire, on dit « Ah, mais attention, dans les pays pauvres, le coût de la main-d'œuvre est plus bas. Et donc, en fait, si on va chez le coiffeur au Ghana ou au Congo, ça coûte moins cher. Et donc, il n'y a pas un écart de 80% entre la France et les États-Unis, mais c'est 40-45% parce qu'on prend en compte les écarts de niveau de vie, de l'immobilier, etc. Sauf que c'est notre puissance, ça se mesure avec le PIB, on n'a pas besoin de le corriger. Et puis, peut-être qu'on l'est. Mais a priori, dans notre esprit, on n'est pas le Ghana ou le Congo des États-Unis, nous, la France. Voilà, les pays pauvres, c'est ça, les pays pauvres sont pas aussi malheureux dans la mesure où ils peuvent compenser. Voilà, le coût du travail est plus bas, le coût de se loger est un peu plus bas que si on vit à New York, mais ça reste très élevé. Et surtout, ça nous donne une idée de ce qu'on pèse dans le monde, parce que quand on prend les chiffres de PIB brut, non corrigés de ces écarts de niveau de vie, on s'aperçoit qu'on est une
puissance de moins en moins importante sur la planète. Alors, quand tu dis corriger des écarts de niveau de vie, c'est ce qu'on appelle aussi les parités de pouvoir d'achat. Exactement. C'est ça qui fausse les graphiques. Mais la parité de pouvoir d'achat n'est pas à ce point différente entre la France et les États-Unis que ça nous empêche de voir la réalité que tu décris là, quand même. Elle l'est. Alors, on sait qu'on est plus pauvre que les États-Unis de quelques dizaines de pourcents, mais de là à 80%, effectivement, c'est quelque chose dont on doit absolument prendre conscience. Les écarts de PPP en anglais ou PPA en français permettent aussi aux États-Unis d'être devant la Chine. Mais si on ne corrige pas le PIB par ces écarts de niveau de vie, en fait, c'est la Chine qui est devant en PIB. Et c'est une nouvelle donne à laquelle on doit se confronter. L'Inde a 13 000 milliards de dollars de production, les États-Unis 27 milliards, la Chine 31 milliards. Et nous, on arrive péniblement à 3,8, 3,9 milliards, 1000 milliards, c'est des unités, on n'a pas l'habitude. Les Américains disent trillion et c'est beaucoup plus facile, 3,7 trillions. Donc tu dis le graphique démarre en 2010, en fait 2008, parce que les crises sont les catalyseurs de ces reculs. Par quelle mécanique et par quel mécanisme? Alors il y a beaucoup d'explications, mais si on les voit le plus, effectivement, au moment des crises, tout le monde chute, et ensuite certains rebondissent et d'autres ne rebondissent pas. Alors ça peut être c'est multifacteur. Ça peut être, en 2008, on a dit, on n'a pas été assez interventionniste, on n'a pas assez redistribué. Avant, en 91 jusqu'à 95, c'était la politique monétaire, on a été trop restrictif. Il y a toujours des bonnes explications. Ouais. Le fond du problème, je crois, c'est que le monde va très vite et que nos structures ne s'ajustent pas assez vite. Et c'est à la faveur des crises qu'on peut réformer les structures, mais on a tendance à ne pas le faire et on voit que décennie après décennie, on perd en terrain. Tout simplement. Au cœur de ces crises, on est très fiers. Je me souviens de 2008, mais on se souvient tous encore plus de la crise du Covid. On est très fiers de moins descendre que les autres. Nous, Français. On en tire une grande fierté. À t'entendre, heureusement, mais ça ne veut pas dire qu'il faille ensuite ne pas profiter du rebond. Oui, mais est-ce que les deux ne sont pas liés ? C'est difficile. C'est difficile parce que, par exemple, dans la crise actuelle, on parlait de l'inflation, par exemple, il y a eu effectivement des immenses politiques budgétaires et monétaires dont on dit qu'elles ont contribué à l'inflation. C'est vrai dans le long terme. Mais quand les politiques budgétaires et monétaires aident à l'offre, c'est-à-dire si on sauve des entreprises qui ne produiraient plus sans les aides, on aurait amplifié le problème. Je pense que c'est un peu vrai aussi dans les périodes de crise. Les politiques permettent de garder l'essentiel, le capital humain, le capital social, tout ce qu'on sait faire de mieux. Mais ensuite, on dit, regardez, on a bien résisté, donc pas besoin de changer. C'est ça, je pense qu'on manque à chaque occasion. Il faut repartir et parfois laisser l'économie fonctionner. Oui, c'est ça, parce que l'Amérique... Alors, on y reviendra après, parce qu'il y a ce nouveau mot de protection maintenant que nos responsables politiques français nous promettent contre à peu près tout, voilà, et ce qui sans doute n'incite pas, on va dire, à l'activité, à l'innovation, on verra ça après. Mais les Américains, eux, n'ont pas peur de détruire, même si sur le Covid, ils ont eux-mêmes touché les limites finalement de leur capacité de destruction, et ils ont envoyé du stimulus budgétaire, et massivement du stimulus budgétaire, mais ils n'ont pas peur de détruire pour reconstruire plus vite et plus fort ensuite. Oui, ils vont très vite. Il y a aussi eu traditionnellement beaucoup plus de mobilité géographique, donc les gens sont allés dans les régions, dans les États américains qui boomaient, puis ensuite, si ça passe mal, ils repartent. Ça s'est un peu atténué, mais pas suffisamment. Puis il y a un facteur, à mon avis, qu'il ne faut pas sous-estimer. La crise qui vient de s'écouler était aussi une crise de l'énergie. Ouais. Maintenant, les États-Unis sont indépendants en termes énergétiques. Et donc, ils ont traversé la crise, mais comme une fleur presque, plutôt en redistribuant les gains de cette manne pétrolière qu'ils se sont créés, ou énergétique, avec des coûts environnementaux qui sont par ailleurs gigantesques. Mais voilà, nous, on n'a pas de pétrole et on doit être mobile et agile si on veut s'en sortir. On n'a pas de pétrole et on a abîmé notre nucléaire, mais ça aussi, c'est peut-être dans la partie qu'on verra après sur les finances publiques. Pourquoi donc ce décrochage de 2008 ? Donc, pour toi, l'idée, c'est qu'on n'a pas réussi à repartir après la crise des subprimes, mais qu'est-ce qui génère, au fond, cet appauvrissement ? Moi, là, comme ça... on va dire, comme je le dis assez régulièrement, électeur conservateur de base, je vais te dire les 35 heures.
Non, alors, c'est vraiment multifacteur. Et d'ailleurs, les 35 heures ont été aussi une façon de s'ajuster pour certains services. Les banques, on ne pouvait plus trouver une banque ouverte après 17 heures ou les samedis et dimanches. Les 35 heures ont aussi permis ce genre d'ajustement. Donc, permettant de rebattre totalement les cartes du temps de travail. Donc voilà, il y a toujours des marges d'ajustement. Ouais. C'est plutôt la conjonction de plein de petits facteurs. On pourra parler aussi peut-être de l'éducation. On pourra parler, est-ce qu'on a mis assez d'efforts pour les universités? Est-ce qu'on a mis assez d'efforts pour payer les professeurs du secondaire dont les salaires ont non seulement stagné, mais en fait ont baissé en relatif depuis les années 80. Donc il y a plein de facteurs comme ça. Tout ce qui prépare l'avenir est une bonne dépense au fond, et on n'a pas tendance à privilégier ces dépenses. Et donc les États-Unis, de facto, ont attiré les élites en termes de capital humain, les chercheurs. Non, c'est en train de se déplacer vers la Chine ou la région d'où je viens, qui investissent des sommes gigantesques. Les Émirats aujourd'hui. Les Émirats, entre autres. Donc, toutes ces régions-là bougent. Et j'ai vraiment peur, c'est pour ça qu'on a fait cette chronique, de voir qu'on perd du terrain et puis qu'on est finalement assez content. On n'en perçoit pas toutes les conséquences. Mais, et je reviens à ce chiffre du PIB, le PIB, c'est ce qui mesure notre puissance. C'est combien de batteries pour les Tesla on peut acheter ou combien de Tesla on peut acheter. Donc on peut toujours se consoler en disant oui, mais le coût des services est un peu plus bas qu'aux États-Unis. Mais à la fin, on ne pèse que ce qu'on produit réellement. Et c'est ça auquel il faut faire attention. On est entouré de gens sur plein de continents qui ont un ressentiment assez fort envers l'Occident, qui a, avec la colonisation, qui a exploité une partie des richesses, et ils ne nous feront pas de cadeaux. Il faut vraiment être conscient qu'ils ne nous feront pas de cadeaux. Donc il faut rester fort, compétitif, vigilant, et d'une certaine manière être capable de montrer que nous aussi, on sait produire. Donc quand on voit un écart de 80% avec les États-Unis, là, il faut vraiment s'inquiéter. Alors attends, je vais reprendre les éléments que tu viens de donner là. Le premier d'entre eux, c'est effectivement le système d'enseignement. Alors tu parlais des professeurs du secondaire, on pourrait parler aussi de ceux du primaire. Donc je connais le chiffre par cœur parce que je m'étais intéressé, alors ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le savent, je m'étais intéressé à la proposition, j'avais eu l'idée saugrenue de prendre au sérieux la proposition d'Anne Hidalgo pendant la campagne présidentielle de doubler le salaire des profs. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, quand tu regardes, par exemple, tu dis, en fait, on ne va doubler que le salaire de ceux qui sont face aux élèves. 850 000, tu vas dire dans le primaire et le secondaire, parce que c'est là que ça se joue, pour les études supérieures, mais tu as le sentiment, puisque quand même les ressources sont contraintes, tu as le sentiment que tu vas le faire là-dessus. Et j'avais même été jusqu'au bout, j'en avais discuté avec des syndicats d'enseignants qui disaient pourquoi pas, tu vas le faire net de charge. C'est-à-dire tu vas le faire sous forme de prime. À l'arrivée, sur 5 ans, tu doubles le salaire de ces 800, donc ça coûte à peu près 30 milliards, et tu doubles à coût de 6 milliards par an le salaire de ces 850 000 profs qui sont face aux élèves. Au regard de tout ce qu'on dépense en permanence, au regard de ce qu'on a dépensé en chèque énergie pour remplir aussi bien les Mégane Scénic que les Porsche, je me dis que c'est pas si cher que ça. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, tu penses que ça, par exemple, c'est le cœur de notre déclin, c'est-à-dire le fait que ce métier et sa rémunération s'effondrant, son attractivité s'est effondrée elle aussi. Ça s'est effondré, c'est aussi le statut dans la société. Les professeurs, à mon avis, ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour un statut, mais dans les yeux des autres, des parents d'élèves et d'autres, le fait d'être déclassé, clairement, c'est un facteur d'attractivité en baisse. Et donc oui, là, clairement, c'est une valeur symbolique. Si en plus les chiffres disent que c'est pas si cher que ça au regard des autres dépenses, toutes les dépenses d'avenir sont bonnes de ce point de vue-là. C'est une question d'investissement. Elles devraient être comptabilisées absolument différemment. Donc le capital... Non, puis Étienne, alors pardon, j'insiste là-dessus parce que c'est la grande réponse notamment qu'a faite Gabriel Attal. Oh, c'est pas une question d'argent. Bien sûr que si, c'est une question d'argent. Bien sûr que si. Dans le regard il faut être bien, autres. mais pas seulement. Enfin, si tu as passé... tu le sais, il faut passer une journée en classe pour savoir ce que c'est qu'une journée en classe. Mesdames, messieurs, l'intensité d'une journée en classe. Il n'y a pas de machine à café où vous allez discuter avec vos copains. Si tu sors et que tu es mieux logé, que ta situation est plus confortable, que les vacances que tu peux en profiter, forcément ton enseignement sera meilleur. Enfin, j'en suis persuadé. Et la fierté. Et la fierté. Non, mais d'accord. Oui. Et la fierté et le statut, ne serait-ce que dans le rapport avec les parents. Lien aussi
Alors, on va voir, tu fais un lien avec le sujet de la redistribution. Je veux qu'on voit ça aussi, c'est un graphe que j'ai montré assez régulièrement dans cette émission, graphe de l'INSEE, qui avait été publié par l'INSEE au moment du Conseil national de la refondation de septembre ou octobre dernier. Je ne sais plus si c'était en septembre ou octobre, on va le voir, on va peut-être pas le voir, peu importe. Alors non, c'est pas celui-là, ça c'est notre puissance d'exportation, c'est celui, voilà, c'est celui de la redistribution. Écart entre les revenus les plus aisés et les plus modestes, c'est x13 avant redistribution, c'est x7 après redistribution monétaire, c'est-à-dire les aides sociales et les impôts. Et l'INSEE avait amené cette notion récente, il y a à peu près un an, c'est x3 maximum en tenant compte de l'utilisation des services publics, ce que l'INSEE appelle les prestations en nature. Il y a finalement un écart de 1 à 3 dans ce pays. Est-ce que ça aussi, ça tient lieu d'explication à notre déclin ? Alors d'abord, on peut en être fier parce que ça veut dire qu'on compresse les inégalités qui sont quand même massives. Donc on a une belle technologie administrative, mais je le dis c'est pas péjoratif, qui permet de cibler, qui est un outil vraiment formidable, qui permet aussi de payer les études de beaucoup de gens. L'éducation est gratuite aux États-Unis, c'est des dizaines de milliers d'euros, enfin de dollars en l'occurrence. Et donc tout ça fait qu'on a quand même une capacité à protéger une grande partie de la population. Il restera toujours des couches qui passeront entre les mailles du filet. Et malheureusement, on a tendance à vouloir en rajouter et de faire en sorte que ça soit vraiment zéro défaut. Il faut faire attention effectivement que l'argent qui est nécessaire pour financer tout ça ne soit pas prélevé sur le capital des entreprises, sur l'investissement, sur l'effort. Et donc il y a des propositions fiscales d'ailleurs qu'on avait faites avec Alain Tranois il y a quelques mois sur le fait de taxer plutôt les facteurs inélastiques, les facteurs qui ne vont pas partir à l'étranger, c'est-à-dire essentiellement la terre. La terre en fait en France c'est 3 fois le PIB, c'est 7 000 milliards. Et donc il y a une fiscalité, une réforme de la fiscalité où on allégerait les impôts de production, on allégerait les charges sur les salaires, et avec simplement 1% de taxes sur la valeur de tous les terrains en France, y compris les terres urbaines, c'est même l'essentiel de la richesse, on arrive à générer 70 milliards qu'on peut alléger sur la fiscalité des gens qui travaillent, qui produisent et qui contribuent à l'effort collectif. On est bien d'accord, c'est du transfert. Et donc c'est un transfert. Non, parce qu'à chaque fois, en fait, l'impôt nouveau, il est là, mais ceux qui sont installés ne baissent pas. On est bien d'accord, c'est du transfert. Absolument, et évidemment, c'est la mise en œuvre qui est compliquée comme toujours. Mais l'idée est là, on a une richesse formidable qui est notre terre et qui est une ressource unique. En fait, il n'y a que la France et peut-être le Royaume-Uni qui ont une valeur de ces terres aussi importante. Les autres pays n'ont pas ça. Et ils investissent du coup en capital. Donc regardez l'Allemagne. Et donc oui, ça contribue une partie du problème. Mais c'est plus un problème de financement que de niveau. Il faut voir aussi que quand on redistribue vers des APL, certes ça coûte cher, certes ça fait un peu monter les loyers, mais en même temps ça permet à des familles modestes d'avoir un peu plus de place. Et cette place, pour les élèves, on parlait de l'éducation, ça permet aux jeunes d'étudier. Quand on est 3 dans une chambre, on ne peut pas étudier. Et donc il y a un bouclier vers le bas qui aussi a des effets positifs. Il ne faut pas complètement jeter ça avec le du bas. Tu sais que ce que tu viens de dire là est fortement contesté en fait. Par exemple par Thierry Pipponi, je crois. Enfin bref, l'ancien maire de Sarcelles, l'ensemble des aides sont réintégrées dans les prix. Et en fait, le mètre carré coûte plus cher. Tu donnes pas plus de mètres carrés à ceux qui en ont besoin quand tu... Je suis à contre-emploi parce que j'ai participé à ces débats. Mais je sais, absolument. Je dis simplement, n'oublions jamais qu'une partie de l'éducation des enfants, c'est grâce à l'espace, c'est grâce au fait de ne pas mourir de faim. Et donc, ce système-là, qui est très vaste, très riche, il permet aussi ça. Et donc, on devrait être fiers de ça. Oui, mais si... ta taxation supplémentaire sur le foncier, fatalement, elle fait aussi monter les prix de l'immobilier et les prix du logement. Elle va en tout cas pénaliser ceux qui ne veulent pas mettre en circulation leur terrain pour les rendre constructibles, par exemple. Et ça, il y a beaucoup de ça. Les petites villes, les moyennes villes, on a beaucoup de rétention foncière. Donc une taxe, parce qu'en plus, la fiscalité incite à cette rétention foncière aujourd'hui. Absolument. Donc si quelqu'un a des champs qui sont constructibles et ne veut pas les mettre en attendant une plus-value de 5, 10, 15%, là, ça, c'est incitatif. Donc il y a plein d'effets dans tous les sens. Je suis d'accord que c'est très compliqué. Mais il y a des effets positifs et ça taxe une base inélastique. Voilà.
Et donc c'est cette réflexion, on va voir la couverture du bouquin pour lequel tu as reçu un prix, ce qui nous vaut d'ailleurs ta présence à Paris. Voilà, Le Grand Retour de la Terre, c'est... Alain Tranois, qui est professeur à l'École des hautes études en sciences sociales à Marseille. Et donc c'est le cœur de ce que tu expliques dans ce bouquin. C'est le cœur de cette explication, on est parti de ces chiffres à nouveau, 7 000 milliards. Alors c'est amusant, c'est 7 000 milliards en 2019, 8 000 milliards en 2020 et 9 000 milliards en 2021. Ça a pris 15% par an. Et je pense que ça vient en partie de la politique monétaire, donc accommodante à cette période-là. Et en partie parce qu'on a aussi rendu le foncier rare avec le zéro artificialisation nette. Il y a eu peut-être un peu de spéculation. Mais en tout cas, on a une manne et c'est une bonne nouvelle. Oui, mais tu ne reviendras pas en arrière sur le zéro artificialisation nette. Non, ça veut dire d'autant plus que c'est une base fiscale qui ne va pas s'évaporer du jour au lendemain. Et donc elle est là. Et elle est assez inégalitairement répartie. C'est-à-dire qu'on croit que c'est les classes moyennes supérieures, le début de la distribution des gens riches. En réalité, non. Le patrimoine foncier de la France, un peu opaque et assez inégalitaire. Et donc, le cœur de ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, on peut maintenir ce système qui, moi, me semblait intenable, effectivement, d'une échelle, non pas de revenus, encore une fois, quand on intègre l'utilisation des services publics. Donc, on va dire d'inégalité, cette échelle d'inégalité de 1 à 3, en levant l'ensemble des taxations qui pèsent aujourd'hui. Tu as parlé des impôts de production. Moi, je veux qu'on parle aussi, si tu en es d'accord, de la feuille de paye, de l'ensemble des, aujourd'hui, cotisations ou charges sociales. Enfin bref, tout ce qui fait que, comme le dit Geoffroy Roux de Bézieux, j'augmente aujourd'hui un salarié qui est entre 1 et 2 SMIC, je l'augmente de 100 €, il va toucher en fait 30 € net. Oui, alors... En fait, sur les charges sociales, c'est comme ces 500 milliards, je n'ai pas le chiffre exact en tête. C'est ça, oui. Pour que ça soit vraiment significatif, il faudrait beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on parlait plutôt des impôts de production, où on se disait... Non, mais il s'agit pas de t'enlever, tu veux juste... C'est absolument. Et par ailleurs, sur le fait que quand on donne 100 €, il y en a 30, c'est aussi parce que l'État a complété. Donc, en fait, une partie des salaires viennent de l'État avec cette prime. Et donc, à nouveau, les finances publiques aident directement les entreprises. Oui, mais est-ce que c'est pas un piège, ça ? Il y a une trappe, il y a des trappes à pauvreté. C'est pas des phénomènes qui sont massifs, c'est-à-dire qu'on a un peu de mal à les détecter dans les études, mais c'est vrai que ça peut être un peu, surtout à long terme, des incitatifs. Souvent, nos études, et on mea culpa ou nostra culpa, sont sur de court terme, donc on regarde un petit ajustement et on dit il n'y a pas eu beaucoup d'effets. Mais on ne voit pas, et c'est pour ça que les tendances longues sont importantes, l'accumulation de petits effets qu'on n'arrive pas à détecter ou à prouver, peut-être à la fin finit par faire les écarts dont on a parlé au tout début de l'enregistrement. Ce que dit Roux de Bézieux, qui est intéressant, donc en plus c'est l'ancien patron du MEDEF, il commence à être libre de parole, et j'en reviens à notre déclin. C'est qu'à partir du moment où effectivement j'ai beaucoup de mal à augmenter les salariés de manière significative, j'ai beaucoup de mal en fait à leur demander de prendre des responsabilités. Et là j'ai l'impression qu'on tire notre fil du déclin, c'est-à-dire que à partir du moment où plus personne ne s'engage dans l'entreprise, tu brides forcément la croissance, l'innovation de l'entreprise et donc en sortie la richesse produite. Alors le grand paradoxe, c'est qu'on constate tous cette espèce de désinvestissement, ce qu'ils appelaient le big quit à un moment. Les gens ne veulent plus travailler, ils ne veulent pas accepter de job à n'importe quelle condition. Et en même temps, le taux de chômage a baissé, le taux d'emploi a augmenté. Semble-t-il, on arrive un peu à un palier, mais les performances économiques du pays sont globalement bonnes. Oui. Et malgré ça, les technologies des autres pays vont plus vite. Et donc, il faut qu'on se pose cette question. Tu as un taux d'activité donc, qui n'a jamais été aussi fort depuis 1975, nous dit l'INSEE. Oui, mais tu as une productivité qui ne cesse de reculer. La productivité baisse. Et donc là, il y a le vrai puzzle. Et je pense que c'est plus les structures. C'est qu'on a du mal peut-être à comprendre comment... tirer parti de ces innovations technologiques qui sont à tous les niveaux. ChatGPT en est une parmi d'autres qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Moi, je ne l'utilise jamais parce qu'il me dit que des bêtises. Mais non, il ne te dit pas que des bêtises. La prochaine génération va intégrer ça de façon évidente. Et donc, il ne faut pas qu'on ait un train de retard par rapport à ça. Étienne, quand il y a eu je vais te dire, parce que quand il y a eu le débat sur les classes moyennes en France, voilà. Et comment on définit les classes moyennes? Alors, les économistes me disent salaire médian entre 0,8 et 2 fois le salaire médian, enfin, peu importe. Et donc, tu demandes à GPT, selon l'INSEE, mais il faut que tu lui dises, selon l'INSEE, combien de salariés français sont entre 0,8 ?
Je te le dis tout de suite. Il faudrait que tu passes 2 heures Il faut sur savoir le... l'utiliser. Exactement. Parfois même en sachant l'utiliser, on détecte des erreurs. On détecte des erreurs. Parce qu'à la fin, ce sont nos erreurs, pas celles de ChatGPT. Dernier graphe que je voulais montrer, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, et c'est la compétitivité de nos entreprises. Et c'est nos entreprises, je ne m'en parlé que les hommes politiques. C'est la compétitivité des entreprises françaises. Ça, mesdames et messieurs, ce graphe-là, alors je n'ai pas besoin de le décrire pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est un effondrement. C'est nos parts de marché dans la zone euro. Hein. On ne se compare pas là à la Chine, à l'Indonésie, à l'Ouganda, au Kenya, que sais-je. Non, nos parts de marché dans la zone euro qui sont en train de s'effondrer. Tu disais tout à l'heure, il faut absolument une prise de conscience, mais normalement, ça devrait être aussi une prise de conscience incroyable, Étienne. Oui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on n'exporte pas? Alors, on est dans un monde de taux de change fixe et dans un monde de taux de change flexible, la monnaie se déprécie et donc on revient à l'équilibre. Dans un monde de taux de change fixe, on n'a pas d'autre solution que de faire du déficit commercial si on n'est pas assez compétitif. La seule solution, si un jour il y a une crise financière, c'est aussi des crises qui sont jointes avec la crise de l'endettement. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les twin déficits. Il y a un moment, un déclin de la balance commerciale, c'est aussi le déclin de notre épargne par rapport à notre investissement et de nos comptes publics par rapport au surplus qu'on pourrait dégager. Et donc tout ça est lié. Si un jour il y a une crise, on sera dans la situation de l'Espagne, de la Grèce. Il faudra faire une dévaluation interne ou sortir de l'euro. Donc j'espère qu'on n'en arrivera jamais là, mais il faut être aussi prudent par rapport à ça. Pour ça que le travailler plus, on parle en ce moment beaucoup de réduire le temps de travail un peu plus. Sur le long terme, bien sûr, c'est évident que sur 2 siècles, on va travailler moins. Mais si on ne peut pas rembourser la dette, on sera obligé de faire une dévaluation interne ou de choisir de sortir de l'euro. Donc soyons très très prudents par rapport à ces questions-là. Tu sais ce que vont te répondre ceux qui pensent qu'il n'y a pas péril en la demeure. Alors ils ne le disent pas comme ça, moi je vais le dire comme ça. C'est que justement, on n'est pas l'Espagne et la Grèce. C'est qu'on est trop gros, too big to fail. Qu'on est trop gros en fait pour qu'il nous arrive un accident comparable et que donc il y aura toujours les ressources de ceux qui nous entourent, les Allemands, Banque Centrale Européenne, etc. Et tout, alors, pour venir nous rattraper. D'abord, on est riche en terre, donc oui, on pourra toujours retrouver des ressources fiscales, mais ça sera très douloureux. Par ailleurs, quand le FMI vient dans un pays, en général, il impose ses conditions. Donc on sera too big to fail, mais on ne sera pas too big to reform. Donc il faudra vraiment... Ah mais attends, avant même le FMI, non, la BCE sera là, la Banque Centrale Européenne sera là. Oui, jusqu'à ce que les Allemands, la coalition des pays dits frugaux... disent ça suffit. Oui, bien sûr, absolument. Et ça sera c'est peut-être le scénario. On aura une banque centrale à Naples, une banque centrale à Francfort, et puis on choisira si on va être à Naples ou à Francfort. On n'aura pas le choix. Après ce qu'on vient de dire pendant 25 minutes, on sait qu'on n'aura pas le choix. Évidemment, on prêche le pessimisme pour que ça n'arrive pas, et ça n'arrivera probablement pas. Mais c'est quand même important à ce stade-là de l'évolution macro, de pouvoir dire, faisons quand même attention, on ne peut pas capitaliser sur nos anciennes colonies, sur notre empire. C'est fini tout ça. On n'a plus que notre capital humain et il faut être attractif pour les talents, il faut être attractif pour nos entreprises. Il faut aussi qu'elles puissent exporter. Il faut qu'elles se posent la question pourquoi est-ce que parfois on est perçu en tant qu'entreprise à l'étranger comme trop juridique, une poignée de main suffit en Suisse, mais en France on doit signer 15 contrats. C'est des choses que j'ai entendues. Ouais. Il y a tout un état d'esprit qui probablement doit être au cœur de nos préoccupations. Enfin, tu as vu le débat qu'on vient de traverser sur les retraites. Ça n'est pas au cœur de nos préoccupations. Je ne sais pas combien de demandes d'interview tu as reçues pour cette chronique sur notre déclin. J'ai peur d'être la seule ou presque, non, Étienne? Non, quand même pas. En tout cas, oui, mais ça a beaucoup circulé entre des gens qui sont déjà convaincus. Non, parce que là, moi, je sais en plus qu'ici sur Bismart, on parle à des gens qui vont dire « Bon Dieu, je ne pensais pas que c'était aussi grave », mais ils savaient que de toute façon, c'était grave. Enfin, il n'y a pas de prise de conscience collective, Étienne. Ça viendra, et ça vient. Parce qu'on n'aura pas le choix. Pourquoi tu dis « ça viendra » ? On n'aura pas le choix. Parce que je ne crois pas que ces réactions sur les retraites aient coagulé, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens dans la rue, parce que quelques pourcents de la population, c'est beaucoup, mais je ne crois pas que le fond du pays soit aussi inconscient que ça. En tout cas, sinon, la réforme ne serait pas passée. Il y a eu des réformes dans le passé qui ont été bloquées. Là, la réforme est passée et je ne crois pas qu'elle sera redétricotée, y compris par une nouvelle législature. Et donc, je crois que le pays est en train de se rendre compte. Voilà. Ouais. Un économiste que j'aime beaucoup, spécialisé dans l'immobilier, Robin Rivaton, avait écrit, que tu connais sans doute, avait écrit il y a peut-être une dizaine d'années « La France est prête ».
Lui aussi, il croyait. Hein. Je ne sais pas à quoi elle était prête, mais elle était prête. Un mot pour terminer, peut-être sur Abu Dhabi, les Émirats, cette région qu'on a vue, nous, à travers le prisme de la Coupe du Monde de football, qu'on voit d'ailleurs à travers le prisme du football. Hein. C'est quand même, pardon, hein, mais c'est très, très intéressant. Regardez quand même ce qu'est en train de faire l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en train de faire des ponts d'or à des joueurs qui sont encore des joueurs de football emblématiques de notre continent. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. On parle beaucoup de Karim Benzema en ce moment. Effectivement, il bouge beaucoup. J'avais, moi, ce sentiment quand même d'une couche un petit peu artificielle, pleine de lumière, sur un sous-jacent qui restait très conservateur et, qu'on le veuille ou non, très lié aux hydrocarbures et au pétrole. Je me trompe alors, Étienne? Sur les hydrocarbures, bien sûr que c'est la manne, mais pour encore 50 ans, donc il y a de quoi. Et beaucoup de ces pays, pas tous, c'est très hétérogène, essayent de diversifier leur économie. Une des raisons pour lesquelles, alors le Qatar, effectivement, c'est vraiment le foot, et là, ça se voit très bien. Les Émirats arabes unis, c'est beaucoup sur la culture et la science, l'espace. Ils envoient des gens, des navettes, des sondes sur Mars. En fait, je suis allé là-bas parce qu'il y avait le Louvre à Abu Dhabi. C'est-à-dire que si ça avait été juste donner de l'argent à des universités, mais c'est réversible, j'aurais probablement pas voulu travailler là-bas. Ouais. Le Louvre à Abu Dhabi, qu'est-ce que c'est? C'est un investissement pour 50 ans, 100 ans, et qui attire beaucoup de gens. Il y a une île entière à Abu Dhabi qui s'appelle Saadiyat. Vous avez Guggenheim, vous avez un musée des 3 religions. Donc c'est des choses sur le long terme. Et ça participe, je crois, d'une volonté de montrer que la culture, c'est pas juste l'Europe, le business, c'est pas juste les États-Unis. Ils essayent de montrer qu'ils sont bons dans tous les domaines, et c'est intéressant. Il faut pas regarder ça avec trop de réticence. Il vaut mieux aller là-bas et se rendre compte de comment ça fonctionne. Merci Étienne. Étienne Wasmer, donc, qui nous accompagnait sur Bismart. Donc Frédéric Ancel, salut Frédéric, j'ai mis croire en la diplomatie puisque c'est ce que tu proclames dès le début de ce bouquin donc, dont on va parler, on va en voir la couverture. Petite leçon de diplomatie, ruse et stratagème des grands de ce monde à l'usage de tous. Et donc l'introduction, c'est vraiment ça, c'est vraiment croire en la diplomatie. Tu insistes sur le fait que, alors que c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, elle est là, présente, toujours, partout, qu'elle arrive à dénouer un certain nombre des tensions qui agitent le monde. Alors que c'est vrai qu'on a l'impression que, par exemple, Vladimir Poutine, à un moment, a signé une forme d'acte de décès de cette diplomatie. Pourquoi est-ce qu'il faut y croire? On va rentrer dans le détail après, mais pourquoi est-ce qu'il faut y croire? Je pense qu'il faut y croire pour 2 raisons. La première raison, elle est morale. Alors c'est une petite pirouette pour un géopolitologue, parce qu'en général, les géopolitologues sont considérés comme extraordinairement pragmatiques, ne regardant que les réalités, voire même la réelle politique. Pas moi, je suis un géopolitologue humaniste. Et par conséquent, je pense que la morale doit être toujours au moins l'une des variables de prise de décision. J'ai bien conscience, car je ne suis pas naïf, et ça fait quand même longtemps que je suis dans le métier, que ce qui prédomine, comme le disait Hegel, les États, ce sont les intérêts. Bon, les intérêts bien compris. Mais la variable éthique, morale, doit toujours intervenir, même si ce n'est qu'une variable. Alors pourquoi je dis ça, et pourquoi c'est la première raison pour laquelle je crois dans la diplomatie, c'est que tant qu'on discute, en principe, je dis bien en principe, on s'accorde encore une possibilité pour éviter de se faire la guerre si on n'est pas d'accord du tout. Et ma foi, la diplomatie a quand même évité dans l'histoire des temps longs, chers à Fernand Braudel, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits manifestement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi y croire? C'est parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, notamment lorsqu'on est une puissance déclinante, relativement déclinante. Autrement dit, lorsqu'on n'a pas suffisamment de billes économiques et ou militaires pour faire la décision seulement avec le hard power, c'est-à-dire avec l'économie stratégique et les armes. Et là, évidemment, qu'est-ce qui reste? C'est la diplomatie. D'ailleurs, et je finis avec ça, De Gaulle l'avait très bien compris. De Gaulle, dans les années 60, qu'est-ce qu'il fait? En disant aux Américains et aux Soviétiques, vous savez, nous, la France, nous sommes le 3e grand. Tout le monde pouvait ricaner au regard des éléments concrets dont nous disposions en termes de puissance. Sauf que sur le plan diplomatique, De Gaulle, avec sa grande politique africaine et arabe de la France à l'époque, avait quand même réussi
ce qui tiendrait pendant encore, 20, peut-être 30 ans, à savoir quand même quelque chose qui permettait à la France d'intervenir, alors pas à la hauteur de Moscou et Washington pendant la guerre froide, mais quand même d'apparaître comme un troisième grand, même si ce troisième grand était loin derrière les deux premiers. Alors, mais à la limite, rentrons là-dedans. Parce que tu écris, la France affiche toujours un des 3 plus grands réseaux diplomatiques du monde, entretenant des relations officielles avec tous les États du monde, sauf 2, la Syrie et la Corée du Nord. Et tu ajoutes, ceux qui pensent que cet appareil diplomatique ne fait que de la gesticulation et du suivisme des Américains se trompent lourdement. Oui, ils se trompent lourdement pour 2 raisons, là encore. D'abord parce que avoir 180 ambassades sur 193 pays qui existent dans le monde, donc on enlève les 2 que tu as juste cités à juste titre. C'est toi qui décides. Oui, la France évidemment, donc il reste 190 pays. 180 ambassades, c'est beaucoup. Ça veut dire que nous avons la volonté d'entretenir un personnel diplomatique et des bâtiments et des services qui coûtent cher. Qui coûte très très cher. Mais oui, c'est un luxe. Donc ça veut dire que, tu veux, moi j'ai l'habitude de dire démonstration de force, vos forces. On dit au monde entier que nous voulons encore intervenir sur le plan diplomatique et que nous y mettons les moyens, même si a priori on est de moins en moins riche. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les diplomates et les gens qui travaillent dans les ambassades ne font pas justement que des petits fours et de la gesticulation. Ils rapportent du renseignement. Non seulement il rapporte du renseignement, mais il rapporte aussi parfois, peut-être même souvent, des contrats ou des conditions qui permettent ensuite de signer des contrats. Donc le diplomate, il ne faut pas le voir comme un simple, entre guillemets, alors que c'est un simple Talleyrand qui organise de très grands banquets et qui pince les fesses au cours des banquets. C'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Et malgré tout, donc, je réaffirme que ce n'est pas que de la gesticulation. Alors, il se trouve que j'ai vécu dans une ambassade. Moi, pendant 1 an et demi, j'ai fait mon service militaire à l'ambassade de France en Turquie. J'en ai déjà parlé ici. C'était donc au milieu des années 80, avec un ambassadeur dont tu as forcément croisé la route, qui s'appelait Éric Rouleau. Oui, bien sûr. Voilà, ancien journaliste. Il était en Tunisie aussi, oui. Évidemment, voilà. C'est surtout en Tunisie, d'ailleurs, que son action a été importante. Beaucoup moins en Turquie. Et à l'époque, on parlait de la France-Allemagne. Et à l'époque, il y avait l'ambassade d'Allemagne, évidemment en Turquie, dont la puissance était sans commune mesure avec l'ambassade de France. Et l'idée, c'était, alors je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était justement, parce que tout cela coûte cher, de prendre les différentes représentations diplomatiques, et en Turquie par exemple, de fondre l'ambassade de France au sein de l'ambassade d'Allemagne, et d'avoir comme ça des représentations diplomatiques européennes. Ça n'a jamais vu le jour. On pensait la même chose pour l'armée, etc. Et tout. Et à un moment, à la fin de ton livre, tu t'interroges justement sur le concept de puissance autour de l'Union européenne. Est-ce que cette volonté de la France de continuer à avoir comme ça, c'est donc 180 ambassades, cette voie diplomatique, cette prétention, moi quand même je le pense, est-ce que ça n'empêche pas justement le développement d'une Europe puissance ? Ah, alors là, on touche à un sujet philosophique et diplomatique, mais pas seulement diplomatique. Tu en parles. Ah oui, très important. Alors moi, je suis favorable à l'Europe puissance. Sauf que, il faut savoir de quoi on parle. Si c'est l'Europe puissance derrière une puissance économique et industrielle dont on a décroché, à savoir l'Allemagne, mais qui, elle, n'assume pas le rôle et le statut de véritable puissance globale, puisqu'elle n'assume pas pour l'instant la projection des forces. C'est le moins qu'on puisse dire. Si c'est ça, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'en réalité, on ne sera plus réellement indépendant. On sera autonome, mais on ne sera pas indépendant. Et si ce n'est pas cela, si on ne se met pas derrière l'Allemagne, et qu'on décide de créer une Europe puissance, mais sans l'Allemagne, en tout cas aux côtés de l'Allemagne, mais sans en dépendre, alors il faut aller voir les Britanniques. On n'a pas le choix. Il n'y a que 2 puissances dignes de ce nom avec lesquelles on pourrait mutualiser en Europe, c'est l'Allemagne ou c'est le Royaume-Uni. Maintenant, le problème du Royaume-Uni, c'est qu'il se représente une relation privilégiée avec les États-Unis. Ah bah oui. Là, pour le coup, t'es dans le suivisme, là. Ah oui, mais... J'insiste sur le mais. Les Britanniques, ce qu'ils souhaitent, c'est une chose. Ce que les Américains souhaitent, c'en est une autre. Il t'aura pas échappé que ces dernières années, notamment depuis le retrait piteux de Kaboul il y a 2 ans de cela, les Britanniques se voient littéralement lâchés par les Américains, en tout cas en termes de relations privilégiées. Les Américains ne s'intéressent plus aux Britanniques comme élément privilégié d'une relation privilégiée. Je dirais que plus personne ne s'intéresse aux Britanniques. Alors justement, c'est peut-être pour ça qu'ils vont revenir à de meilleures dispositions. Et de meilleures dispositions vis-à-vis ou vers la seule puissance européenne qui, 1, a encore les moyens et 2, la volonté, comme eux d'ailleurs,
d'apparaître comme une puissance globale à travers le monde. De toute façon, et j'en finis, je pense que si on ne mutualise pas, alors sur le plan diplomatique, oui, pourquoi pas, c'est vrai qu'on l'a pensé avec l'Allemagne, Mais oui, mais ça peut et sur le pas plan être militaire. avec la Grande-Bretagne. Tiens donc. Mais non, c'est comme, tu comprends. Rien n'est jamais défini. Je réfléchis en t'écoutant, et c'est ça qui est très très important. Je pense aux fusions-acquisitions. Tu peux pas faire une fusion-acquisition, le fameux entre égaux. Ça n'existe pas. Hommage encore une fois à Henri Lachmann, formidable patron de Schneider Electric. Ça n'existe pas, les fusions entre égaux. Avec l'Allemagne, justement. C'est la fusion des compléments. Enfin bon. Oui, donc en fait, c'est la fusion des compléments avec les Américains. On délire. Avec les Américains. Parce que les Allemands ne jurent que par les Américains. Et entre parenthèses, lorsqu'ils vont faire du business en Chine... Ils ne par les Américains parce qu'à aucun moment, nous ne les avons rassurés sur le fait que notre arme nucléaire pouvait les protéger eux aussi. À aucun moment, nous n'avons dit oui, l'Allemagne est un intérêt vital de la France. Je comprends bien que c'est compliqué à dire. Il y a eu toute la discussion sur le partage du siège aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Les 5 ou les 6, ce sont tous ces rendez-vous ratés, à mon avis, qui font que... Alors rendez-vous raté, c'est pas faux, mais à partir du moment où les Allemands, de toute façon, ne voulaient pas et ne veulent pas, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, dans 20 ans, on verra bien, j'en sais rien, ce qu'est en train de faire Poutine, est en train peut-être de les marquer profondément, on verra bien. Mais l'Allemagne ne voulait de toute façon pas apparaître comme une puissance. Et à partir du moment où le parapluie américain leur permettait d'être tout à fait tranquille et de gagner énormément d'argent chaque année en ne produisant pas justement de quoi se défendre eux-mêmes, ils ne voulaient pas de toute façon faire du couple franco-allemand. Je rappelle que le couple franco-allemand est un concept français et pas allemand. Eh bien c'est pareil avec les Brits. Les Britanniques considèrent qu'ils ont une relation privilégiée avec les Américains. Ce n'est plus le cas pour les Américains. Et moi, je pense que les égos... Alors toi, tu parles des égos, moi, je parle de représentation lacostienne. Toute l'histoire diplomatique de la Grande-Bretagne en choc frontal avec toute l'histoire diplomatique française. Tu les connais mieux que moi, ces gens-là. Mais c'est toute l'histoire de l'Union européenne qui, malgré tout, sur le plan au moins économique, a bien fonctionné depuis la CECA de 52, en passant par le traité de Rome. Quant aux Britanniques sur le plan diplomatique, et militaire d'ailleurs, bien sûr. La dernière fois que nous avons connu des bisbilles vraiment très graves avec eux, c'était à Waterloo. Il ne faut pas exagérer, c'était en 1815. Tu me rappelles ce qui s'est passé avec les Allemands ? Bon, donc moi je pense que c'est l'histoire de l'histoire, si tu veux. Tu en parles d'ailleurs, tu as oublié ce missile Matra qui lancé par un avion argentin. C'était pas contre les Anglais. On vend aux Argentins des missiles. Lancé par un avion argentin a donc coulé. Sauf que c'était quoi ? C'était un croiseur. Le Sheffield. Voilà. Le Sheffield a été coulé par un missile Exocet français. Absolument. Évidemment, Mitterrand s'est excusé auprès de Thatcher, mais surtout, on n'imaginait pas que ce missile allait servir aux Argentins pour aller frapper évidemment un bateau de guerre allié. Donc je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis même pas que c'est plausible, cette alliance avec les Britanniques. Ce que je dis, en tout cas, c'est qu'une alliance... Tu la préfères à une éventuelle alliance avec les Allemands. Ils n'en veulent pas. Et la dernière fois que les Allemands sont allés à Pékin pour aller faire du commerce, pour aller faire du business, parce qu'ils ne jurent que par ça, ils ne pensent que ça, les Allemands, ils ont oublié de convier M. Macron, tu comprends ? Mais oui, mais donc les Allemands, en réalité, ils jouent perso, et on le voit tous les jours. Alors, revenons dans ton bouquin. Oui, alors, t'en parles pas directement, mais Israël et Arabie Saoudite. Voilà alors peut-être une belle démonstration diplomatique. Alors, t'appelles ça, c'est dans le chapitre « Nouer les bonnes alliances ». Est-ce qu'on pourrait dire faire le tri dans mes ennemis ? Israël, Arabie Saoudite. Comment est-ce que cette histoire peut avancer, évoluer ? Alors d'abord, justement parce qu'ils n'ont jamais été réellement ennemis. À quel moment un soldat saoudien s'est confronté à un soldat israélien ? Cherche pas, jamais. Et la meilleure preuve, c'est que les Émirats arabes unis aujourd'hui font beaucoup de business avec Israël. Je raconte ma vie, mon expérience de grand reporter. Alors c'était il y a 20 ans peut-être que ce n'est plus vrai aujourd'hui. La frénésie des équipes d'Air France quand on rentrait dans l'espace aérien saoudien, prenant nos revues pour être sûr qu'il n'y avait pas quelque part une carte d'Israël. Et s'il y avait une carte d'Israël, je l'ai vécu. Il fallait arracher la page. Ah bah oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est un gigantesque blabla. Enfin, c'est pas sérieux tout ça. Là, on est sur du démonstratif, rhétorique, discursif, cartographique. À la fin des fins, à partir du moment où les Israéliens ont considéré que l'Iran
devenait dans la région le pays le plus dangereux, notamment lié bien sûr au dossier nucléaire. L'ennemi de mon ennemi étant toujours mon ami, mais ça c'est le b.a.-ba des relations internationales évidemment, on s'est rapproché de l'Arabie Saoudite qui s'est rapproché aussi d'Israël. Maintenant, MBS, donc Mohamed Ben Salman, l'actuel prince héritier, qui dirige réellement le pays maintenant depuis presque 10 ans, a considéré qu'au fond, la question palestinienne, c'était un contentieux local, qu'on allait laisser ça derrière, parce que lui aussi avait comme adversaire principal l'Iran, ou plus exactement les alliés chiites de l'Iran, notamment les fameux Houthis du Yémen, qui lui ont propulsé des centaines de missiles dans son pays en moins de 10 ans. Donc je dirais qu'il y a un rapprochement, attention, il n'y a pas d'alliance, il y a un vrai rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, donc effectivement depuis une dizaine d'années, qui s'est conclu par les fameux accords d'Abraham, pas signés par Riyad, qui en fait... Rappelle-le d'ailleurs, signé par les Émirats. Émirats, Bahreïn, voilà. Un confetti pétrolier gazier dans la région, le Soudan qui n'est même pas au courant, et c'est tant est qu'il y a un régime aujourd'hui au pouvoir au Soudan, et le Maroc, le point fort. Mais enfin, les relations entre Israël et le Maroc existaient déjà depuis très longtemps, c'était un secret de polichinelle. Donc je dirais que c'est l'Arabie Saoudite qui a autorisé les Émirats arabes unis et Bahreïn à faire le pas, et les renseignements que les Israéliens fournissent sur les militants chiites dans la région aux Émirats passent ensuite à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite profite de cela sans pâtir de la présence d'un drapeau israélien à Riyad qui énerverait les pires des salafistes. C'est quand même pas mal. Et ça, c'est de la démonstration de force diplomatique ? Ah oui, complètement. Voilà, ça c'est vraiment la diplomatie ? Absolument. Alors en tout cas, c'est l'une des illustrations de la diplomatie les plus probantes. Est-ce qu'elle peut résister si... alors je ne sais plus si tu en parles dans ce livre, mais je t'avais entendu avoir des mots très virulents sur l'actuel gouvernement en Israël. Je crois que tu parlais de voyous purement et simplement, pour certains des ministres. Au moins 2 ministres sont des extrémistes et des voyous, bien sûr. Des voyous. Est-ce que ce rapprochement diplomatique peut résister ? Enfin, à un moment, la diplomatie ne peut pas non plus faire le grand écart entre un gouvernement qui irait renforcer la répression des Palestiniens et quand même une monarchie saoudienne qui est censée incarner une permanence arabe. Qui est censée incarner. Le mot important de ta phrase, c'est censé incarner. Oui, on est encore dans la rhétorique et dans la sémantique. Nous sommes, nous, les champions de la cause palestinienne, disaient les Saoudiens. Très bien. À quel moment les Saoudiens ont fait la guerre à Israël ? Jamais. Donc, et emballer, c'est peser. Emballer, c'est peser. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas que la rhétorique n'a pas d'importance. C'est l'une des dimensions fondamentales de la diplomatie. Je dis que lorsqu'il ne s'agit pratiquement que de cela et qu'il n'y a pas derrière une application concrète sur le plan économique ou militaire des termes qu'on a employés ou des menaces qu'on a proférées, en réalité, c'est que du blabla. La diplomatie s'inscrit dans l'art du possible, du réaliste et non du fantasmatique ou de l'outrance. Elle n'est pas faite pour les réseaux sociaux, la diplomatie. Non, la diplomatie n'est pas pour la lumière de ce début de siècle-là. Oui, c'est l'antinomie des réseaux sociaux. Lorsqu'on est un bon diplomate, en principe, on ne parcellise pas, on ne prône pas l'immédiateté, on s'inscrit dans des temps relativement longs, voire très longs. On demande comment va la famille, on accueille. Ah oui, mais il y a ensuite l'apparat, il y a toute une scénographie. Or, la scénographie des diplomates n'existe pas, par définition, dans les réseaux sociaux sur quelques tweets, c'est juste impossible. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les diplomates, là aussi, tu vois, je reviens à ta première question, ont encore un rôle à jouer dans des ambassades, de préférence de belles ambassades, où on est bien reçu, bien accueilli, en parlant de préférence, évidemment, la langue des pays dans lesquels on officie, et en demandant des nouvelles de la famille. C'est très important. Et c'est le temps long. Ah, et c'est toujours c'est le temps long, c'est forcément le temps long. Mais le vrai diplomate est un stratège. Et la différence entre un stratège et un tacticien, c'est que le stratège, lui, il pense les temps longs, bien sûr. Ouais. Alors, justement, si tu te concentres, puisque donc, ce bouquin est une réédition, mais très très largement augmentée d'un premier bouquin, et donc tu te concentres en fait majoritairement sur les 2 conflits qui nous passionnent en ce moment, c'est-à-dire l'Ukraine et le Proche-Orient. Sur l'Ukraine, est-ce que, on va parler après de ce qui est pour toi une... Bah non, en même temps, il faut commencer par ça. Tu fais grand cas de la reculade d'Obama sur les lignes rouges. Enfin, d'ailleurs, tu as tout un chapitre sur les lignes rouges qui n'en sont pas. Autour des armes chimiques, donc lancées par Assad contre son opposition. Pour toi, tout découle de là ?
Une grande partie de ce qui existe aujourd'hui, malheureusement, La guerre découle ukrainienne de là. découle de là, si je te lis en partie. En partie. Vas-y, Je le disais déroule tout à un peu l'heure. le fil. Ouais, je le disais, démonstration de force, vos forces. Barack Obama est l'homme le plus puissant du monde en 2012. Il dirige la première puissance mondiale et de très loin. Bon, on ne l'oblige pas à dire ce qu'il dit. Or, en 2012, il dit la chose suivante. Si Assad réutilise du gaz de combat contre sa propre population, alors nous agirons par la force. Obama dit mot pour mot pratiquement. Quelques mois plus tard, non seulement crânement, Assad, qui est une minuscule puissance et encore qui est à l'aube d'une éventuelle chute à l'époque, recommence à perpétrer ces horreurs, mais il le fait donc ouvertement en se moquant du monde. Obama avait averti. Donc, il s'assoit sur sa propre ligne rouge en ne faisant rien. Voilà, et il va rien se passer. Il se passe et rien. tu racontes même, enfin, les avions français décollent, ils sont prêts à décoller. Les Enfin, Français... Nous, on se dit, on y va alors, les gars. Les Français et les Britanniques devaient y aller aussi. Les Britanniques, finalement, n'y vont pas parce que les communes empêchent le Premier ministre britannique de l'époque d'y aller parce qu'ils sont instruits par l'affaire irakienne, ils ne veulent pas y aller. Reste la France et les États-Unis. Et Barack Obama, sans d'ailleurs, entre parenthèses, prévenir François Hollande, qui lui voulait y aller, ce qui est tout à son honneur d'ailleurs. Barack Obama s'assoit sur sa propre ligne rouge alors qu'il en a les moyens, et que il avait lui-même lancé l'avertissement un an auparavant. Ouais. Ça, c'est une catastrophe en termes de crédibilité. Et moi, je pense que la crédibilité, c'est la matière diplomatique, c'est la matière stratégique la plus précieuse en géopolitique. Et le résultat, c'est que non seulement Assad in situ, mais beaucoup d'autres dictateurs impérialistes dans le monde entier, et peut-être sans doute, jusque y compris à M. Poutine aujourd'hui, considèrent que finalement, les Américains n'ont plus les reins assez solides, ou n'ont plus la volonté suffisante pour aller intervenir. Et la cerise alcoolisée sur le gâteau, la cerise pourrie sur le gâteau, pardonnez-moi d'employer cette expression, c'est que Obama à l'époque fait semblant de croire Lavrov, qui est déjà ministre des Affaires étrangères. Oui, mais tu vas très très vite, il faut raconter, parce que on ne connaît pas forcément la séquence. Je dois dire, je ne connaissais pas la séquence. Donc, il renonce, encore une fois, c'est dans ton bouquin que j'ai appris tout ça. Obama ne va pas bombarder Assad, ne va pas bombarder la Syrie, et effectivement, donc, Lavrov, qui est toujours là, ministre... C'est déjà là. J'allais dire soviétique, mais... Des affaires étrangères, quasiment. Non, mais le temps long, héritier de la diplomatie soviétique, ministre russe des Affaires étrangères, va boutiquer une sorte de compromis bancal. Oui, c'est ça. Il arrive comme un Deus ex machina et il dit voilà, nous sommes favorables à la paix, nous allons garantir, parce que c'est un partenaire à ça, nous allons garantir la neutralisation de son stock de gaz naturel. Entre parenthèses, officiellement, il n'en avait pas. De gaz chimique, gaz chimique, pardon. Gaz chimique, officiellement, il n'en avait pas. Tiens, tout d'un coup, il en a. Ouais. Donc, on va le neutraliser, on le prend sous notre responsabilité et comme ça, on n'entend plus parler et vous ne bombardez pas la Syrie. Voilà. Et Obama fait semblant de croire les Russes à ce moment-là. C'est extraordinaire. Et le pire dans tout ça, c'est que quelques mois plus tard, les premiers chasseurs-bombardiers russes Sukhoi interviennent dans l'espace aérien syrien. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, l'espace aérien syrien, il est évidemment russe. Donc vous reculez, l'autre avance. Mais sur la base de votre propre trahison, de votre propre ligne rouge. C'est ça qui est terrible avec Obama. C'est ça. Et donc, quand tu déroules le fil, tu dis si Poutine attaque l'Ukraine envers et contre tout, c'est parce qu'il pense que finalement Biden, qui n'est jamais que l'héritier d'Obama, c'est assez logique dans sa tête. Poutine aujourd'hui, sachant qu'en 2014, il a déjà investi, comme tu le sais, la Crimée et l'Est du Donbass, d'ailleurs sans coup férir, pensant déjà à l'époque, et on est juste après, on est un an après l'affaire de la Syrie, pensant que les Américains n'interviendront pas. Ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort mais enfin, ça ramènerait à un autre de tes bouquins sur les cartes. Pas oui, tout à fait tort sur la Crimée. Voilà. La Crimée est un cas à part. La Crimée est un cas à part. C'est juste. Mais enfin, c'est juste. Mais le problème fondamental, c'est pas finalement Poutine. Lui, là, il est dans son idéologie, dans sa dangerosité. Le problème, c'est la reculade d'Obama. Ouais. Et alors, justement, tu le dis, il est dans son idéologie. Tu l'expliques. L'un des éléments contre lesquels la diplomatie ne peut rien, c'est justement l'idéologie. Voilà, pour Poutine, le peuple ukrainien n'existe pas. Point à la ligne. Et là, il n'y a rien sur quoi s'accrocher pour parler, c'est ça Voilà, il y a beaucoup moins sur quoi s'accrocher. Pourquoi ? Parce que la diplomatie, c'est l'art du pragmatisme. C'est-à-dire que chacun a son credo. D'ailleurs, finalement, le patriotisme dont je suis moi-même en pipe, enfin, en tant que citoyen français, c'est déjà quelque part une idéologie. Je préfère appeler ça un idéal, mais c'est une idéologie. Mais il doit toujours y avoir un espace, et le plus grand espace possible, donné à la marge entre l'idéologie de l'autre et la sienne. Parce que sinon, bien évidemment, on n'utilise que les fusils, puis c'est le plus puissant qui l'emporte, ou le plus violent qui l'emporte. Donc moi, je pense qu'à partir du moment où la variable principale est finalement exclusive,
de la prise de décision d'attaquer l'Ukraine pour Poutine est idéologique, malheureusement, il n'y a pratiquement plus de place pour la diplomatie. Et Macron, à ce moment-là, il a raison ou il a tort? On lui a beaucoup reproché, dans les premiers mois de la guerre, cette volonté de maintenir un lien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ta couverture, c'est la fameuse table, la fameuse référence à la table Poutine-Macron. Oui, moi j'ai soutenu les premiers mois Emmanuel Macron dans sa volonté de maintenir un fil diplomatique, enfin en tout cas un fil téléphonique, j'allais dire, après on ne sait pas ce qu'ils sont dit. Non, mais c'est cohérent avec ce que tu dis sur la puissance diplomatique de la D'abord France. parce qu'il faut toujours continuer à tenter je dis bien tenter de discuter. Il ne s'agit pas de promettre tout et n'importe quoi, mais au moins recueillir les premiers signes d'une volonté d'apaisement de l'autre. Après tout, pourquoi ce ne serait pas la première puissance diplomatique et en tout cas militaire de l'Union européenne de recueillir d'éventuels premiers signes de bonne volonté de Poutine? Pourquoi laisser ça à d'autres? Donc je pense qu'Emmanuel Macron avait raison de le faire. Là, en revanche, où j'ai été extrêmement critique et où je le reste, c'est sur le timing lorsqu'il dit à l'époque, en pleine attaque, en pleine offensive russe, il ne faut pas humilier la Russie. Ouais, j'ai trouvé ça, du point de vue chronologique, parfaitement stupide et contre-productif. Et entre parenthèses, je suis bien moins sévère que toute l'Europe orientale qui a été à l'époque. Alors aujourd'hui, bon, on rétropédale et bon, on revient un peu dans les bonnes grâces de l'Europe. Alors, puissance éventuellement, parce que j'ajoute que si Emmanuel Macron, ce que je soutiens, souhaite l'Europe puissance, alors il ne peut pas en même temps dire à la moitié, voire aux 2/3 de toute l'Union européenne, écoutez, moi, oui d'accord, vous êtes bien gentil, mais moi je continue à négocier avec Poutine quoi qu'il en coûte. C'est pas possible. Alors c'est une phrase célèbre, mais que j'ai apprise récemment, on ne parle pas recette de cuisine avec un anthropophage. C'est joliment dit. Oui, c'est voilà, pas mal. le moment où la discussion s'arrête, c'est pas mal. Hein. À un moment, tu ne peux plus parler. C'est ça. Tu ne parles pas recette de cuisine. Mais moi, en termes diplomatiques, j'inverserais l'excellente formule de Pierre Desproges, le grand comique Pierre Desproges, qui disait, lorsque lui disait, mais est-ce qu'on peut rire de tout? Il disait, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Ouais. Moi, je pense qu'on peut parler avec n'importe qui, mais pas de tout. Autrement dit, si le diable vous propose la paix éternelle et qu'il démontre qu'il le veut bien et que par conséquent il se dédiabolise, pourquoi pas? Sauf que là, malheureusement, j'ai quand même le sentiment qu'on s'est bien fait avoir par Poutine. Je dis, moi, j'ai jamais été favorable au pouvoir de Poutine, mais sauf que Frédéric, j'étais modéré en tout cas. Là, on voit bien qu'il est coincé. Et justement, en t'écoutant, je réfléchis aussi et je me dis, en fait, il est coincé parce qu'il n'a plus de diplomatie. Oui et non, parce que si son idéologie est vraiment ancrée sur le renouvellement, enfin plutôt sur la recréation de l'empire tsariste, alors si demain il quitte le pouvoir, il pourra dire à sa population, aux Russes, regardez, j'ai repris, d'après ses formulations personnelles évidemment, environ 20% de la soi-disant Ukraine, enfin donc là, j'avais en face de moi l'intégralité de l'OTAN, ce qui n'est pas exact, mais enfin bon, il pourra le dire en tout cas, il le dit déjà aujourd'hui. Bon, c'est déjà beaucoup, j'ai mis fin au déclin et je laisse soin à mon successeur de poursuivre. Donc c'est pas complètement perdu à ses yeux aujourd'hui malheureusement. Dernier point, et malheureusement c'est trop court, toujours trop court, parce que ça je l'ai appris, tu considères que Biden, puisqu'on va en reparler, est un adversaire tout à fait redoutable. Biden n'est pas du tout le vieillard que l'on pense. Qu'il ait des absences physiologiques, ça on le voit pratiquement tous les jours, en tout cas au moins chaque mois, ça c'est sûr. En revanche, on oublie qu'à côté de ça, ou enfin avant cela, il y a eu pratiquement 30 ans de vie parlementaire à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat, c'est-à-dire le Cénacle le plus puissant du monde. En réalité, un président américain ne fait pas de géopolitique sans le soutien du Sénat. Il ne fait pas la guerre et la paix sans le Sénat. Et Biden est un vieux loup de la géopolitique. Il adore ça, ça le passionne. Et c'est quelqu'un qui a une expérience effectivement redoutable et qui, sur l'affaire ukrainienne, fait un sans faute. Et ce sans faute-là lui permet de reprendre pied dans l'Indo-Pacifique, qui est évoqué tout à l'heure rapidement, enfin on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est pour une autre fois. Mais sur l'affaire de Taïwan, il démonstration de force, vos forces, je le dis une dernière fois, en démontrant qu'il fait un sans faute sur l'Ukraine et qu'il est très fort sur l'Ukraine, il démontre à la Chine qu'il ne faudra pas rigoler avec les États-Unis dans l'Indo-Pacifique. C'est l'anti-ligne rouge d'Obama. Bien sûr, certaine manière. Bien sûr. Voilà, la boucle est bouclée. Merci Frédéric. Merci à toi. Frédéric Ancel qui nous accompagnait sur Bismart.